Ah, et ça fait longtemps que j'ai envie de faire cette interview sur les rêves. Euh, J'arrive sur cette interview en me disant le rêve peut nous révéler des choses de notre inconscient. Est-ce que c'est vrai? Ben oui, c'est fondamentalement vrai, oui. D'accord, donc c'est bien ça le thème de l'interview. Et je voulais savoir donc comment le rêve, comment on peut l'aborder pour se révéler des choses à soi-même. Vous, qu'est-ce que vous faites et comment vous faites? Ben d'abord, le verbe que vous avez utilisé est tout à fait juste. Le rêve est un révélateur. Donc le rêve est un message qui vient de l'inconscient vers le conscient. Ce message est souvent pas toujours intelligible, puisque le rêve a besoin d'être interprété. Quand on interprète un rêve de façon assez juste, effectivement, le rêve va révéler ce qui va bien chez nous ou ce qui ne va pas, puisque le rêve est une connexion avec notre programme initial, avec notre nature fondamentale, et le rêve est un élément du processus d'individuation. Mais donc qu'est-ce qui nous révèle? Pourquoi il choisirait certains éléments qui soient bons ou mauvais à nous révéler? Qu'est-ce qui filtre? Qu'est-ce qui filtre? Ouais, à quoi il sert en quelque sorte? Alors déjà, le rêve a de multiples fonctions. C'est d'abord quelque chose qui nous permet d'engrammer la mémoire, de stocker les informations. Par exemple, les enfants rêvent beaucoup. Plus on est jeune, plus on rêve. Ça nous permet de mémoriser les informations, de mémoriser ce qui nous arrive, de comprendre, d'assimiler. Donc le rêve va agir comme un filtre. Aussi, il va garder les informations utiles et éliminer les informations inutiles. Les informations inutiles, c'est souvent celles qui sont en doublon. C'est-à-dire? Quand des informations sont déjà comprises, elles n'ont pas besoin d'être répétées dans la mémoire. D'accord. Elles peuvent être aussi refoulées ou censurées, les informations, parce qu'elles sont dérangeantes. Et donc là, le rêve vient dire ouais, c'est refoulé, regarde. Alors, il y a deux temps. Chez les enfants, les informations dérangeantes vont souvent être censurées parce qu'elles sont gênantes pour le développement de l'enfant. Mais elles sont gênantes parce qu'un enfant, justement, quand il est petit, comment il sait ce qui est gênant ou pas? Alors, consciemment, il ne le sait pas, mais émotionnellement, il le sait. Par exemple, les informations principales qui vont arriver et être assimilées par l'enfant, c'est la relation aux parents. Oui. Selon moi, nous avons à l'intérieur de nous des archétypes de nos parents. C'est-à-dire que l'on sait à peu près à quoi correspond la fonction du parent. Ça veut dire quoi concrètement ça? Juste un exemple concret pour que je comprenne. C'est quoi un archétype? Donc, par exemple, on peut avoir quel archétype dans la tête de ses parents? C'est quoi la place? L'archétype du père et l'archétype de la mère. Oui, mais ça, c'est le père et la mère. Le père et la mère, puisque ce sont les deux adultes qui vont s'occuper de l'enfance, ses géniteurs. Ouais. Et donc, à l'intérieur de nous, nous avons des archétypes de l'image idéale du parent. Ah. Mais est-ce que notre parent, par exemple notre père et notre mère, sont cet archétype idéal du parent? S'ils collent à l'image initiale, oui. C'est quoi l'image initiale? C'est une mémoire que nous avons qui existe, qui préexiste. À quoi? À la naissance? Qui est soit assimilée pendant la gestation, mais qui vient d'une longue chaîne d'évolution. Donc il viendrait des générations d'avant même? Une mémoire transgénérationnelle, par exemple. Ok. Donc nous avons ce qu'on appelle l'instinct. Un enfant, quand il naît, il a des instincts. Mais là, ça dépasse l'instinct. C'est une image, un archétype. Donc c'est une image, par exemple, du parent idéal. Ça dépasse l'instinct. Quoi? C'est pas l'instinct, c'est une construction mentale. Hein. C'est une mémoire qui a été assimilée par l'espèce. Par l'espèce, ça veut dire quoi ça? L'espèce humaine. Mais là, on parle. Alors, je me perds. L'archétype, moi je vois un individu, donc un enfant qui naît, il a un archétype de ses parents. Cette image lui a été transmise par quelque chose qui vient de par-delà la naissance. De l'ADN ou... Et là, on parle carrément d'espèce, alors je me perds. L'espèce humaine évolue. Mais donc cette image, elle me vient de l'espèce humaine, cet archétype?
Bah oui, puisque chaque espèce a des mémoires à la naissance. Alors qu'est-ce que vous appelez chaque espèce? Ah, chaque espèce, l'espèce humaine, elle est globale. Du règne du vivant, D'accord. et notamment du règne animal. Waouh! Le rêve est un élément qui n'appartient pas qu'à l'humanité. Ouais, j'ai vu le chien de ma mère, il aboie là quand il dort. Il fait pouf. Le chat ou le chien? Le chien. Le chien, d'accord. Il aboie quand il dort. Je vois bien qu'il en Oui, bah ça, effectivement, tous les gens qui ont un chien le voient très bien. Les chiens rêvent Ouais. et ont quelquefois des mouvements ou Ouais. des expressions qui sont relatives à l'expérience qu'ils vivent pendant le rêve. Mais alors du coup, quand vous dites les archétypes, par exemple, je fais des rêves en relation avec mon père, ma mère, j'ai un archétype du père et de la mère, ça veut dire que tous les messages sont les mêmes dans les rêves pour tout le monde? Les archétypes sont les mêmes pour Les toute archétypes l'espèce? sont à peu près les mêmes pour l'espèce, oui. D'accord. Qu'est-ce qu'on appelle un archétype du coup? Alors un archétype, c'est une image primitive qui est à l'intérieur de nous, dans l'inconscient, et qui donc chez l'enfant est là avant qu'il soit conscient. D'accord, donc c'est quoi par exemple les archétypes? Là on a dit père, mère, il y en a d'autres? Il peut y avoir la représentation du monde, plein de choses. Mais là, on va rester simplement sur les archétypes parentaux. Pour l'enfant, la mère doit correspondre à une image qui est celle de l'attention, l'amour, l'altruisme, l'échange, la communication, l'explication du monde intérieur. Et pour le père, l'archétype du père, c'est celui qui amène le cadre, qui transmet les informations relatives au monde extérieur. C'est celui qui normalement reste calme et pondéré. Normalement. Normalement. Qui est bienveillant et attentif au développement de ses enfants. Aussi. La sécurité, voilà. Donc la maman, c'est plus la sécurité affective. Ouais. Le père serait plus la sécurité matérielle. Mais le père, pour tous les enfants, c'est dit papa pourquoi. Et la maman, c'est plutôt oui, et le papa, c'est plutôt non. Ok, donc si j'essaye de revenir, je sais pas comment on est arrivé aux archétypes, mais donc quand je fais un rêve, qu'est-ce que mon rêve essaye de me dire et comment je peux comprendre mon rêve? Déjà, si on reste calé à l'image des parents, quand un enfant voit que son parent correspond à l'archétype qu'il a à l'intérieur de lui du parent, l'image idéale du parent, le développement est harmonieux, les rêves vont donc pas être trop contre cette forme. Donc les rêves vont simplement être des rêves d'assimilation. Donc les rêves d'enfants, par exemple, les enfants qui se souviennent de leurs rêves, ce sont des rêves très profus, puisque les informations qu'il va engrammer sont vraiment nombreuses. Et donc les rêves d'enfants sont des rêves à rallonge qui lui permettent de mettre en place la notion de chronologie, c'est-à-dire le déroulement des événements, la narration d'une histoire, de comprendre les enchaînements logiques qu'il y a dans un déroulement, dans une histoire, des relations humaines, comment ça se passe dans les relations humaines. Et donc il va engrammer ça sous forme de symboles, c'est-à-dire d'images qui préexistent à l'enfant, qui sont déjà stockées à l'intérieur de lui. C'est ce qu'on appelle... Je suis désolée, ça revient, donc c'est quoi ces images? C'est l'inconscient collectif. Et quand on est, alors on a déjà comme une disquette à l'intérieur de nous avec l'inconscient collectif? Tout à fait. Donc mais ça, c'est un possible? point de vue qui est le point de vue jungien et que je défends. Ouais. Nous avons un inconscient collectif. Nous avons accès à cet inconscient collectif pendant le temps du rêve. Okay. Et donc, selon les images qui seront mises en avant dans le rêve, qui seront proposées dans le rêve, on peut comprendre ce qui se trame. Mais là, ce qui se trame, si c'est l'inconscient collectif, c'est quelque chose qui dépasse l'individu qui rêve. Oui, puisque c'est effectivement un inconscient universel, on va utiliser la grille de lecture de la symbolique universelle. Ça veut dire que dans le rêve, il y a peut-être, est-ce qu'il y a plusieurs niveaux? Il y a un niveau, il y a des messages individuels, il y a un mécanisme de mémorisation, il y a des messages sur ce que vit, ce qu'il y a dans l'inconscient collectif. Donc il faut trier en fin de compte dans le rêve les différents types d'informations qui nous sont envoyées. À 90%, ce seront des symboles universels. C'est-à-dire qu'à 90%, le rêve va utiliser le matériel de l'inconscient collectif et nous mettre en relation avec des images qui sont communes. C'est pour ça qu'il y a des dictionnaires de rêve. C'est qu'on peut dire quand on sinon, perd ses dents, c'est qu'il y a une perte de vitalité. D'accord. Donc ça ne veut pas dire qu'il va y avoir une mort annoncée. Non, c'est le poncif.
Mais donc l'inconscient collectif, c'est une banque de données à laquelle on a accès, qui, alors là par contre pour la localiser c'est très difficile, soit elle est interne, elle est incluse dans la chaîne ADN, Ok. puisque nous sommes donc un produit, l'être humain, une créature issue d'une longue évolution, et que ce que nous sommes est aussi la mémoire des formes qui ont préexisté. Les êtres humains naissent et se ressemblent parce qu'ils ont des chromosomes, parce qu'ils ont des gènes qui sont spécifiques à l'être humain. Mais c'est marrant parce que c'est cette phrase, j'ai un ami qui se moque beaucoup de cette phrase, mais ouais, on est tous reliés, et presque le rêve dit ça, c'est-à-dire que, si, je sais plus ce que vous avez dit, 80 ou 90%. 90% de nos rêves est constitué d'un matériel universel. Voilà, donc on est vraiment tous reliés, ne serait-ce que par cette mémoire collective. Oui, tout à fait, oui. Je m'attendais pas à entendre ça. Ah bon? Bah oui, c'est énorme. Bon, c'est un point de vue, hein, c'est Ah le mien. Mais ça ce point de vue nous relie tous. On est tous reliés, donc là, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est soit cet inconscient est à l'intérieur de nous, soit c'est une banque de données exogène à laquelle on a accès télépathiquement, j'en sais rien. Par exemple, pour les Indiens, il y a ce que l'on appelle la mémoire akashique. La mémoire akashique, c'est une banque de données qui contient la somme de toutes les expériences qui ont été vécues par les êtres humains. Donc on peut imaginer qu'effectivement, quelque part dans le cosmos, il y a quelque chose comme ça, ou simplement que c'est dans la chaîne ADN que tout est contenu. Et qu'effectivement les informations sont déjà là. Mais alors, là j'ai un point de vue un peu égoïste, quel intérêt de décoder ces rêves si c'est pour décoder l'inconscient collectif? Ou bien est-ce qu'on utilise on utilise les images de l'inconscient collectif pour nous apprendre des choses individuelles? Tout à fait, parce que là, donc, selon Jouvet, qui est un spécialiste de l'étude du rêve d'un point de vue neurologique, ou d'après Jung, qui est un spécialiste de l'étude du rêve d'un point de vue psychologique, le rêve nous reconnecte avec notre nature fondamentale. Donc à 90%, nous sommes des êtres humains, des êtres qui appartiennent donc à une espèce spécifique, et nous devons donc nous développer selon cet axe, mais nous sommes aussi des individus, et nous avons aussi des informations internes qui correspondent à notre processus de développement individuel. Et donc, en étant à 90% être humain, on est aussi à 10% un être spécifique. C'est le phénomène des cristaux, par exemple. Les cristaux de glace, quand il neige, ils sont tous à 90% semblables, mais il n'y a jamais deux cristaux semblables. Ils ont tous un point d'inflexion. Ils sont semblables dans leur structure, mais ils ne sont pas semblables dans la forme qu'ils prennent. Il y a toujours un petit détail qui fait qu'un cristal n'est jamais semblable à l'autre. Vous avez dit nature profonde. C'est quoi notre nature profonde? Ça veut dire quoi ça? Eh bien, c'est ce qui fait ce que nous sommes nous-mêmes. Mais c'est quoi ce que nous sommes nous-mêmes? C'est-à-dire, vous parlez d'une mission de vie, vous parlez d'une façon d'être, vous parlez de quoi? Ça peut être tout ça. C'est-à-dire que nous avons tous une place et un rôle à jouer dans ce monde. Ah voilà, donc il y a une forme de mission, de... On peut appeler ça mission, c'est un terme un peu pompeux ou un peu... Qu'est-ce que vous utiliseriez comme mot? Moi, j'utilise le terme de place. D'accord, ok. Un individu qui trouve sa place, qui sait qui il est au milieu des autres, c'est un individu épanoui. Et qui apporte en général aussi beaucoup de bienfaits aux autres. Mais quand j'entends le mot place, je pense à la chaise, vous savez, les chaises musicales là, où il faut absolument s'asseoir sur une chaise, et donc c'est une histoire de, est-ce que c'est trouver la place qui est disponible, ou ça veut dire quoi trouver sa place, vous voyez? Parce que si c'est pour s'asseoir en courant sur la chaise qui est disponible... Bah, il y a des individus qui fonctionnent comme ça, et c'est stressant. Voilà, et donc c'est pas ça, c'est qu'on a une chaise à nous, bien particulière, et une fois qu'on l'a trouvée, on est bien. D'accord. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas remettre en cause cette place à un moment donné, parce que nous évoluons. Mais donc, dans cette banque de données interne, il y aura 90% qui vont nous rappeler que nous sommes des êtres humains. Donc on se reconnecte avec notre nature fondamentale la nuit. C'est un processus de reprogrammation face au conditionnement et à l'oubli. Le conditionnement extérieur peut nous faire perdre de vue ce que nous sommes. Et l'oubli, ça peut être donc le fait qu'on oublie ce que l'on est. Et le rêve nous rappelle sans cesse ce que nous sommes, à la fois donc être humain et individu particulier. Et le rêve va donc surtout axer
son processus d'individuation devient qui tu es. Mais alors là, je dis, il est taquin le rêve, parce que s'il voulait vraiment nous rappeler qui nous sommes, machin, est-ce qu'il est obligé de faire des trucs aussi rocambolesques et compliqués à comprendre? Voilà, c'est donc pour ça que l'interprétation du rêve est nécessaire et qu'on doit décoder le langage du rêve. D'abord, le langage du rêve est un langage assez simple, qui fonctionne en images. Là encore, 90% du rêve est constitué d'images. Les sons, les odeurs... Il y a des sensations quand même. Oui, La peur, tout à fait. Mais les émotions, les sensations olfactives, auditives, sont moins présentes que les images. Il n'y a pas des gens, par exemple, qui vont faire des rêves olfactifs ou des rêves en fonction de comment ils fonctionnent? Mais ça dépend aussi du moment. Et ça dépend du contenu du rêve. Un rêve d'odeur sera en général relatif à l'essence de la personne. D'accord. Et donc il faut le voir en jeu de mots. Je sens cette personne, je ne la sens pas. Ou il y a une quintessence, ou il y a une odeur de sainteté. Donc les odeurs seront toujours relatives à des analogies de langage ou d'appréhension. D'accord. Et donc j'ai perdu le fil. Ah oui, mais c'est l'effet que je fais. Moi-même, j'ai perdu le fil, c'est ça qui est bien. Donc à 90%, le rêve est constitué d'images, et ces images sont des symboles universels qui vont être interprétés. Alors, il est d'abord simple parce qu'il a besoin d'être compressé en données simples. C'est comme un programme informatique. Okay. Quand on rêve, on a accès à un programme avec des données qui vont monter sous forme compressée. Et donc, par exemple, si vous rêvez d'une table, la table représente en général le cadre et la loi. C'est la table des lois, c'est ce qui est construit, c'est ce qui est carré. Et donc, l'esprit humain a synthétisé cette image de la table comme étant relative à un cadre, puisque quand il y a une table, en général, il y a des chaises autour, il y a des endroits où les gens prennent leur place, il y a un cadre, les murs de la maison, il y a toute une construction, il y a toute une société qui est relative à la dimension de la table. D'accord. Et pour tout le monde, ça va être ça? Et pour tout le monde, ça va être ça, puisque c'est la même valeur symbolique. Tout le monde met les pieds sous la table à un moment donné pour manger, ou pour travailler, ou pour se réunir. Et la table est un lieu en général collectif de rencontre et d'échange. Et d'assimilation. Vous dites c'est simple et en même temps, très peu de gens comprennent leurs rêves. C'est pas si simple. Alors c'est pas, effectivement, parce qu'on a perdu l'usage de ce langage qui est donc primitif et simple. Mais il y a aussi une autre raison, c'est que, donc là je parlais de Jung, maintenant je vais parler de Freud. Il y a ce que j'appelle la censure du surmoi, ce que Freud appelle la censure du surmoi, c'est-à-dire qu'il y a des informations que nous ne pouvons pas entendre parce qu'elles sont contraires aux règles qu'on nous a données. Donc ça, c'est le cadre qui va amener ça. Une société peut être très normative, elle peut nous empêcher de devenir un individu qui pense par lui-même, puisqu'elle a besoin que nous soyons obéissants. Et quand la loi est trop forte, à ce moment-là, le surmoi va donc se développer à l'intérieur de nous et mettre une barrière. Vous voyez ce que c'est qu'à peu près le surmoi ou pas? Vous pouvez réexpliquer. Donc, selon la topique freudienne de l'inconscient, selon l'approche que Freud peut avoir de l'inconscient, qui me semble tout à fait juste, l'individu a des pulsions, ce que Freud appelle le ça. Les pulsions, c'est je veux, j'aime, je prends, j'ai besoin. Et donc, ces pulsions sont des pulsions qui peuvent être trop fortes si elles ne sont pas cadrées. S'il n'y a pas de table, quoi. S'il n'y a pas de table de loi, voilà, exactement. Et donc, l'enfant, il veut, il prend, il aime, il veut que sa mère soit lui, il veut que tous les objets, il peut prendre les objets des camarades. Et donc, la loi va venir pour lui dire, non, tu es un individu qui vit dans une société, tu as besoin de savoir ce que tu peux faire et ne pas faire. Et donc, au fur et à mesure que l'enfant se développe, il va construire un surmoi, qui est un ministère de l'Intérieur, qui va lui dire, ça j'ai le droit de le faire, ça j'ai pas le droit. Donc, quand ces règles sont trop fortes, le ça est écrasé, la pulsion de vie est écrasée, et l'individu va se trouver donc un peu dans un effondrement qui peut l'amener à la dépression s'il n'a plus le droit de faire quoi que ce soit. Et à ce moment-là, le moi, qui est la troisième donc partie, ça, moi sur moi, le moi va mal se développer, puisque l'enfant va être brimé, et le moi, c'est donc cette partie d'individuation. Je suis un individu qui s'exprime au sein d'un groupe,
qui tient compte des individus et qui se met en relation, puisque nous sommes vraiment des animaux sociaux, nous avons un instinct grégaire aussi. On ne peut pas vivre tout seul, enfin, ou alors certains individus. Voilà. Et le surmoi va donc établir des règles. Mais si les messages qui viennent du rêve sont contraires à ces règles, elles vont être rejetées par le surmoi, qui va agir comme un filtre. Donc dans le rêve, qu'est-ce qui s'exprime? Le ça, par exemple, peut s'exprimer, le surmoi Les pulsions de vie, voilà. Toutes ces parties-là voilà. s'expriment aussi dans le rêve. Voilà, pour communiquer avec le conscient qui serait plus identifié au moi. Pour communiquer, d'accord. Et donc, si les messages sont contraires à l'ordre établi, si le ministère de l'Intérieur est trop répressif, les messages vont être censurés, donc l'inconscient va utiliser des subterfuges pour ruser et pour passer la barrière du surmoi pour délivrer un message qui peut être déchiffré et qui va donc à ce moment-là révéler. Et donc on revient à ce moment-là aux imagos parentales, c'est-à-dire les images que l'individu a de ses parents. Si elles ne sont pas conformes avec les archétypes qu'il a de ses parents, il va idéaliser ses parents et quand même continuer à approcher les images, même s'il voit que c'est par accord. Ouais. Mais l'inconscient va lui dire non, non, c'est pas bon. Ton parent ne se conduit pas comme il devrait se conduire. Ça crée des conflits. Et le surmoi qui est assujetti à l'autorité parentale ne va pas laisser passer ces informations. Donc l'inconscient va utiliser un langage métaphorique, analogique, pour contourner le surmoi qui n'est pas très intelligent. Le surmoi, alors il est intendant général et il n'est pas très intelligent. Il n'est pas très intelligent. Pourquoi on lui a filé la fonction? Parce que normalement, il doit être dédié à l'individu et pas aux individus extérieurs. Ah oui. Puisque un ministère de l'Intérieur, normalement, est dévolu à son gouvernement et ne doit pas prendre le pouvoir. D'accord. Et quelquefois, le surmoi prend le pouvoir et donc travaille pour les parents plus que pour l'enfant. Alors maintenant, si concrètement je fais un rêve demain, c'est quoi, quel chemin je dois suivre pour commencer à comprendre ce que mes rêves essayent de me dire? Pour le comprendre soi-même, déjà le mieux c'est de l'écrire. D'accord. Et de le laisser reposer, et de le regarder un peu détaché plus tard quand on l'a écrit, pour être moins dans l'émotionnel et moins dans le premier degré. D'accord. Puisque souvent, quand on fait un rêve, moi-même, je vais prendre souvent le premier degré, puisqu'émotionnellement, c'est ce qui va plus me toucher. Et je n'aurai pas de recul nécessaire, je n'aurai pas de distance. Donc c'est pour ça que c'est souvent mieux de faire interpréter son rêve par une personne extérieure, parce que la personne extérieure n'aura pas de jugement subjectif et affectif par rapport au rêve. Bon, il est évident qu'avec le conjoint, quand on se raconte ses rêves, c'est intéressant, mais au bout d'un moment, il y a un système d'affect qui va se développer et l'interprétation peut être plus subjective. Quelqu'un qui n'est pas émotionnellement impliqué dans ce qui peut être dit dans le rêve. Voilà, qui n'a pas d'intérêt. Ok. Ouais, moi j'adore l'autonomie et l'indépendance, donc cette réponse ne me va pas du tout. Donc, ok, soit je vais voir c'est-à-dire, je regarde à froid et je l'ai écrit. Oui. Ensuite, je regarde à froid et si je veux essayer de quand même seule, c'est-à-dire que je suis pas prête à aller raconter mon rêve à quelqu'un d'autre ou d'embarquer quelqu'un là-dedans. Et qu'est-ce que je peux, même en le lisant à froid, qu'est-ce que je peux en tirer? Qu'est-ce que je peux... Par exemple, si vous rêvez que vous êtes en voiture et que vous conduisez mal, que la voiture échappe un peu à votre contrôle, vous n'arrivez pas à la contrôler. Donc quand vous allez faire le rêve, vous allez rester au premier degré. Qu'est-ce qu'il me dit le rêve? Mais ça va, non, je conduis, hop, en plus j'ai pas permis. Donc plus tard, quand vous allez reprendre le rêve, ou si vous le racontez à une personne, la personne va entendre « je me conduis mal ». Et donc le rêve est simplement en train de dire que vous ne conduisez pas bien votre vie en ce moment. Mais ça, c'est vrai qu'au premier degré, on n'a pas envie d'entendre. Donc il est très compliqué d'analyser ses propres rêves parce que on n'a pas envie d'entendre le message, puisque justement c'est quelque chose souvent de refoulé, que le rêve est là pour nous le ramener et que si on l'a déjà refoulé une fois, on est prêt à le refouler une deuxième fois. Voilà, mais même ça peut être valable pour des informations positives. Pourquoi on refoulerait des informations positives? Parce que c'est contraire à l'éducation qu'on a reçue, aux croyances qu'on a développées. Par exemple, un rêve peut nous dire que nous sommes plein de dimensions, de facettes, qu'on est vraiment bien, qu'on est beau, qu'on est aimable, et on peut penser consciemment qu'on n'est pas aimable, puisque nous aurions manqué de l'amour des parents, par exemple, et donc les croyances se seraient installées qu'on n'est pas aimable, qu'on a été rejeté.
Un enfant, par exemple, qui aurait été abandonné par ses parents, souvent il va développer une image négative de lui. Ouais, ben, je suis rien, quoi, je suis pas aimable. Et le rêve va lui dire, mais si, tu es bien. Mais la personne, consciemment, ne va pas vouloir l'entendre. Ok, c'est pas recevable. C'est pas recevable, puisque la croyance développée, c'est je ne suis pas quelqu'un de bien. Ok. Donc, si je veux comprendre mes rêves, là, à partir de maintenant, faut soit venir vous voir, soit trouver quelqu'un. Parce que même si je vais voir quelqu'un, un ami ou une connaissance, même en lui racontant mon rêve, déjà souvent il va s'en fiche. Ça dépend. Et deuxièmement, après, est-ce qu'il a la capacité de vraiment comprendre le rêve de l'autre? Parce que je suis pas sûre, c'est un entraînement quand même, ça. Bah, oui, mais quelquefois, l'autre peut entendre quelque chose que vous n'entendez pas, vous. Mais comment je sais que c'est vrai? Comment je sais qu'il n'est pas en train d'interpréter en fonction de lui, son vécu? Alors là, effectivement, c'est le problème, parce que les projections sont nombreuses. Bah oui. Et surtout, je vous disais, dès qu'il y a de l'affect entre les personnes, l'interprétation va devenir de plus en plus subjective. Mais j'ai trouvé quelqu'un où il n'y a pas d'affect. Comment je sais qu'il a ce qu'il faut, j'ai envie de dire, pour vraiment comprendre les choses? Je suis obligée de passer par un professionnel, c'est ça ma question. Bah, c'est mieux, mais déjà de raconter ses rêves aux autres, c'est intéressant parce qu'il y a communication d'inconscient à inconscient. D'accord. Et donc, par exemple, dans un couple, quand on se raconte ses rêves, même si l'interprétation va devenir subjective au bout d'un moment, il y a quand même une communication d'inconscient à inconscient. Ok. Et l'inconscient va entendre ce que l'inconscient de l'autre lui dit et peut corriger le tir. Donc il n'y a pas besoin de tout comprendre en fait. Heureusement non, parce que sinon, il y a tellement peu de personnes qui interprètent leurs rêves que les rêves serviraient à rien. Mais en majorité, le rêve nous reprogramme. Hein. Ouais. Donc on n'a pas besoin forcément de tout comprendre. Okay. Mais il est évident que quand nous avons des blocages, quand on est dans un malaise, quand on ne va pas bien, l'analyse du rêve va permettre de comprendre tout de suite les origines du blocage et quels sont les éléments qui sont en jeu. Okay. Mais vraiment, le rêve va révéler. Est-ce que vous avez un exemple d'un rêve qui a été décrypté, peut-être sans donner de nom, ou de vous-même, j'en sais rien, un rêve qui a été décrypté, qui a amené un message, qui a conscientisé quelque chose, qui a changé quelque chose pour... Il y en a tellement, alors là... Ouais. Ah, c'est vrai, là, c'est là. Ah, je sens dans vos yeux. Ouh, c'est trop large. Non, mais il y en a tellement de rêves qui se... Tous les rêves révèlent. Ouais, mais juste qu'on comprenne à quel point le rêve peut... Qu'est-ce qui peut nous aider à comprendre le rêve? Qu'est-ce qui peut vous aider à comprendre le rêve? Par un exemple concret. C'est-à-dire par un rêve, un décryptage de rêve, et qu'est-ce que ça a amené la personne à comprendre? L'exemple le plus fréquent, on reviendra toujours aux parents, parce que c'est quand même ceux qui ont été fondateurs, c'est les éléments qui ont le plus influé sur notre vie. Très souvent, le rêve va révéler une image différente de celle qu'on a du parent. À partir du moment où l'individu est capable d'admettre que l'image que lui envoie son inconscient est plus juste que celle qu'il a fabriquée, à ce moment-là, les choses vont se débloquer pour lui, puisqu'il y a quelque chose qui va changer sa relation aux autres et au monde. En fait, donc j'ai une dernière question, qui est la question du bonheur. Qui est une dernière question qui risque d'être à deux têtes, double. C'est qu'est-ce que le bonheur pour vous, et en quoi comprendre mes rêves peut me rapprocher de mon bonheur? La question est très pertinente, puis elle correspond tout à fait au sujet. Plus nous sommes connectés avec le message du rêve, plus nous allons développer des éléments de relation à nous-mêmes et au monde qui vont nous permettre d'atteindre le bonheur. Levant le voile sur les choses qui sont cachées, si nous démasquons tout ce qui est de l'ordre de la croyance, des superstitions et des projections, nous sommes beaucoup plus en phase avec la réalité et capables de nous développer ici et maintenant en relation avec le monde, sans être rattrapés toujours par des éléments du passé qui polluent notre présent et sans cesse nous projeter dans le futur, et donc en échappant à ce que nous pourrions vivre. Puisque là, le bonheur, c'est vraiment la capacité d'être ici et maintenant, avec l'environnement immédiat, l'autre, et connecté avec tout ce qui se passe. Et plus, effectivement, nous sommes sur notre axe, puisque là, c'est une question d'axe, le rêve nous reconnecte avec notre colonne vertébrale, avec donc, si on parle en biologie, avec la chaîne ADN. Quand nous sommes reconnectés avec notre axe, nous sommes vraiment capables de gérer tous les éléments qui se présentent à nous.
sans inhibition, sans appréhension, sans peur, et sans flagornerie non plus. C'est comme si vous disiez que quand même, en nous, il y a un endroit, vous parlez de cet axe, Oui. qui sait ce que nous sommes, qui est simple, et que en fin de compte, c'est réussir à voir les masques et tout ce qui brouille ça, Oui. mais c'est comme s'il y avait une autre personne au fond de nous quand j'écoute ce que vous dites. C'est comme s'il y avait... Alors on peut effectivement penser que c'est une autre personne, mais c'est plutôt nous qui sommes une autre personne que celle que nous devrions être. D'accord, voilà, ok. Et que si nous sommes connectés avec ce guide intérieur, à ce moment-là, nous avons une ouverture, un regard sur le monde conscient qui est très large et capable de tout comprendre. Et l'idéal, c'est justement de ne plus être double, que toutes nos facettes soient connectées, que nous soyons vraiment nous-mêmes. Parce que là, par exemple, si vous parlez de double, le nombre de personnes qui ont des masques, qui jouent des rôles, qui sont dans la façade et qui ne sont pas eux-mêmes, c'est hallucinant. Donc il est évident qu'à un moment donné, nous avons besoin de nous structurer par rapport à des figures, à des modèles identitaires. L'enfant va d'abord se construire selon les images parentales. Ensuite, il va, à l'adolescence, il va de moins en moins s'identifier aux parents, même il va les rejeter, pour s'ouvrir à une identité de groupe, puisque à l'adolescence, si les choses se passent bien, l'individu va se connecter avec un clan, il va chercher des figures identitaires qui appartiennent à un clan. Aujourd'hui, on peut être rappeur, on peut être surfeur, on peut être... ou on peut être hors norme, et puis en général, après 20 ans, on va commencer à sortir du groupe et à chercher des figures de référence, des modèles, des pères ou des mères idéalisés, qui vont nous présenter des systèmes de pensée auxquels on va adhérer, ensuite pour s'émanciper encore, à ce moment-là, pour devenir vraiment nous-mêmes. Ok. Bah, merci beaucoup. Je vais être plus attentive encore à mes rêves. Et puis, je vais peut-être venir vous voir puisqu'il faut passer par... pour voir les masques qu'on porte. De faire l'expérience une fois d'interprétation du rêve, c'est toujours très instructif, édifiant et utile. Hein. Mais juste de questions pratiques. Est-ce que je vais aller... J'ai un rêve qui vraiment m'a perturbée et donc je vais voir un professionnel qui m'aide à le comprendre, ou bien c'est vécu, ou certains le vivent comme une thérapie, où ils vont avoir quelqu'un qui, toute l'année, leur décrypte leurs rêves, quoi. Ah ben, vous avez de tout. On peut faire les deux. Parce qu'on ne peut pas se perdre dans le rêve aussi, c'est-à-dire... Ah ben, on peut se perdre partout. Vouloir tout comprendre, tout expliquer... Quand je reçois les personnes là, qui viennent juste une fois pour effectivement une analyse ponctuelle, il y en a qui trouvent ça intéressant et qui peuvent revenir 2 ou 3 fois, et puis il y en a qui viennent pour un travail de fond. D'accord. Donc il y a les deux. Voilà, on peut faire les deux. Avec le rêve, ça va très vite, donc en principe ça peut être 3 à 6 mois si on suit une thérapie. Mais il y a des personnes qui ont envie de venir plus souvent, donc si elles veulent venir plus souvent... Ok. Mais c'est vraiment un booster parce qu'on a accès directement à ce qui va et ce qui ne va pas. Ok. Par le rêve. Eh ben merci beaucoup. C'est génial. Merci à vous.